Bonjour à tous, vous écoutez la Jury Click, l'émission qui décrypte vos droits sur Radio Panique 105.4. Et c'est déjà notre 3e émission. Alors, au sommaire de cette semaine, les affaires courantes, des questions qui nous sont posées par les jeunes dans nos points info et auxquelles vont répondre Dayuma et Florence. Bonjour Dayou, bonjour Flo. Salut. Bonjour. Ensuite, Laetitia va nous parler des lois et de leurs applications vues par le prisme du petit écran, à savoir, est-ce que ce que nous voyons dans les séries télé correspond à la réalité ? Aujourd'hui, elle nous parlera de sex-éducation. Bonjour Letty. Salut. Puis Florence enchaînera avec une explication du terme juridique de bon père de famille. Enfin, la grosse question du jour sera traitée par François et Karim. Salut. Bonjour. Bonjour. Le thème concernera spécialement les étudiants du supérieur puisqu'il s'agira des réformes de la finançabilité. Ouais. Anne et Vincent du service orientation d'Infort Jeune Bruxelles nous expliqueront en quoi l'orientation devient une question essentielle dans le parcours des études. Un sujet donc directement en lien, vous le verrez, avec les réformes de la finançabilité. Enfin, Mélanie conclura l'émission avec un agenda plein de dates à ne pas louper. Et l'émission donc, sera présentée par moi-même, à la technique Thomas et Mélanie, et une programmation musicale concoctée par mes soins. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions précédentes en podcast sur le site de Radio Panique 105.4 ou sur le site d'Infort Jeune Bruxelles sur le www.ijbxl.be. Alors, Florence, Dayuma, cette semaine dans les affaires courantes, vous avez retenu 2 questions. La première concerne les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Florence, peux-tu nous en dire plus ? Mais oui, Juliette. Alors, avant de commencer, une petite précision. Donc, l'enseignement supérieur, ça comprend les hautes écoles, les universités et les écoles supérieures des arts. Donc ici, on ne va pas parler de ce qui concerne la promotion sociale ni la formation en alternance. Et donc, les frais d'inscription, chaque année, chaque étudiant doit payer un premier montant de 50 € avant le 31 octobre. Et ces 50 € ils vont servir à payer les frais administratifs. Et donc, c'est le coût de la gestion du dossier de l'étudiant par son établissement. Ok, est-ce que ça concerne tous les étudiants ou est-ce qu'il y a des exceptions ? Bien vu, il y a bien une exception. Donc, les étudiants qui introduisent une demande d'allocation d'études, donc ça, c'est ce qu'on appelle plus souvent la bourse, ces étudiants-là, ils ne doivent pas verser les 50 € tant qu'ils n'ont pas reçu la réponse du service des allocations d'études. Et donc, tant qu'ils ne savent pas encore s'ils vont recevoir une bourse ou non. Par contre, ils ne doivent pas encore payer, mais ils doivent transmettre une copie de leur demande de bourse à leur établissement avant le 31 octobre. Et donc, ensuite, si l'étudiant il reçoit une réponse positive, il ne devra rien payer du tout. Par contre, s'il reçoit une réponse négative et que donc il n'a pas droit à une bourse, là, pas de bol, il va devoir payer entièrement les frais d'inscription et il aura 30 jours pour se mettre en ordre et payer tout ça après avoir reçu sa réponse. Ok, et donc pour les non-boursiers, quelle est la date limite ? Alors pour tous les autres étudiants, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas introduit une demande de bourse, ils vont devoir payer l'entièreté des frais d'inscription avant le 1er février 2022. Et quand on dit 1er février, c'est le jour où l'argent doit être reçu par l'établissement. Donc, ce n'est pas le moment de faire le paiement. Il faut l'avoir fait avant ça. Pourquoi on précise ? Il faut bien faire attention parce que si, à cette date-là, le paiement n'a pas encore été fait, l'établissement il va devoir prévenir officiellement l'étudiant que son inscription est refusée. Et dans ce cas-là, ça veut dire que même si tu as bien suivi les cours jusque-là, que ta session d'examen s'est super bien passée, que tu adores tes études et que tu vis ta meilleure vie à l'UNIF, si tu n'as pas payé tous tes frais d'inscription à temps, les conséquences, elles vont pouvoir être lourdes. Ça veut dire que ton année d'études, elle va s'arrêter là. Et on ne va pas tenir compte des examens que tu as réussis. Tu ne pourras pas être délibéré. Et ton année, elle va par contre compter comme une année en échec à 0 crédit. Ce qui peut avoir des conséquences pour la suite avec les questions de finançabilité. Et enfin, en plus, mauvaise nouvelle, tu vas quand même devoir payer l'entièreté des frais d'inscription si tu n'as pas payé à temps. Donc tu te retrouves avec une dette envers ton établissement. Très bien. Et si un étudiant se retrouve dans cette situation, est-ce qu'il y a une solution ? Oui, heureusement, il y a quand même une solution. Et donc, dans ce cas-là, tu peux encore introduire un recours. Il faudra par contre le faire assez vite, parce qu'à partir du moment où ton établissement te notifie que ton inscription est refusée, tu as 15 jours ouvrables, après réception de cet avis-là, pour introduire ton recours. Et donc, si tu veux plus d'infos sur comment faire le recours, voir un petit peu les infos qui doivent être mentionnées dedans, etc., on t'invite à lire l'article à ce sujet sur notre site internet. Et l'article s'intitule tout simplement « Le paiement des droits d'inscription en supérieur ». Très bien, merci Florence pour toutes ces informations. Et si ton recours est rejeté et que tu dois finalement payer les frais d'inscription, la question suivante va t'intéresser, puisqu'elle concerne les jobs étudiants.
Alors, presque tous les jours chez InfoJeunes, on nous demande combien d'heures on peut travailler comme étudiant jobiste. Dayuma, peux-tu faire le point sur cette question ? Oui, et la question est en effet très courante chez nous. Par contre, la réponse n'est pas si simple parce qu'en fait, on a différents quotas d'heures ou des plafonds de revenus à avoir en tête quand on a un job étudiant. Si on les dépasse, ça peut avoir des conséquences sur des allocations familiales ou sur le paiement des cotisations sociales ou encore les impôts. Juste petite précision, aujourd'hui, on va parler vraiment des étudiants jobistes sous contrat d'occupation étudiant salarié et on ne s'occupera pas de type de statut comme les étudiants indépendants. Voilà. Ok, mais tu fais bien de le préciser. Et si on commençait par le nombre d'heures à ne pas dépasser pour garder ses allocations familiales ? Alors, si tu es un étudiant de moins de 25 ans, tu as en général droit aux allocations familiales. Mais tu conserves ce droit seulement si tu ne travailles pas plus de 240 heures par trimestre. Donc, pour ce quota de 240 heures, on ne va pas tenir compte des heures où tu travailles dans le cadre de ton contrat d'alternance, que si tu es apprenti ou si tu es en formation de chef d'entreprise, on ne tient pas compte de ton stage s'il est obligatoire. Et autre précision, donc cette limite des 240 heures par trimestre, elle s'applique uniquement aux étudiants domiciliés à Bruxelles. Dans les autres régions, les règles sont différentes. Ok, et qu'est-ce qui se passe si un étudiant dépasse la limite ? Alors, si tu dépasses la limite des 240 heures de travail pour un trimestre, tu ne perçois pas d'allocation familiale pour ce trimestre-là. Si tu as déjà perçu tes allocations et que tu as dépassé les heures, tu risques de devoir les rembourser. Ok, est-ce qu'il existe une exception pour les vacances d'été, sachant que les étudiants font pas mal de jobs à cette période ? Oui, donc il y a en effet une petite subtilité, une exception pendant le 3e trimestre, donc c'est les mois de juillet, août et septembre, où tu peux travailler sans limite d'heures en conservant tes allocations familiales. Mais attention, subtilité dans la subtilité, c'est uniquement si tu te réinscris en septembre à des études. Si tu ne poursuis pas tes études au mois de septembre, là tu continues à avoir tes allocations familiales pendant les vacances, mais tu devras respecter ce quota de 240 heures. Très bien, mais bon à savoir. Passons maintenant au deuxième quota, celui qui concerne les cotisations sociales. Alors commençons d'abord par quelques petits rappels de base. Quand on travaille, on verse une partie de notre salaire à l'État. On verse d'une part des cotisations sociales par lesquelles on participe au système de sécurité sociale, donc le financement du chômage, les pensions, la mutuelle. D'autre part, on paye aussi des impôts avec lesquels on participe au fonctionnement des services publics en général. Donc si on revient aux cotisations sociales, un salarié ordinaire, il verse 13,07% de son salaire à l'Office national de sécurité sociale. Donc ça, c'est les cotisations sociales personnelles. L'employeur, lui, doit verser des cotisations sociales patronales. Elles représentent un montant de 25% de ton salaire brut. Lorsque tu travailles comme étudiant, tu as droit à 475 heures de travail par an pendant lesquelles toi et ton employeur payez des cotisations sociales réduites. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales de solidarité. Tu payes donc 2,71% au lieu de 13% de cotisations personnelles et ton employeur 5% au lieu de 25% de cotisations patronales. Donc tu coûtes bien moins cher à l'employeur et la différence entre le brut et le net est plus faible. C'est pourquoi c'est avantageux pour l'employeur d'engager des étudiants qui n'ont pas encore épuisé le quota de 475 heures. Très bien, donc à retenir de tous ces chiffres, c'est que tu bénéficies des cotisations sociales réduites pendant 475 heures maximum par an. Ouais, et on parle bien d'une année civile, donc qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, avec un quota renouvelé chaque 1er janvier. Et si tu veux vérifier tes heures, tu peux toujours aller sur Student at Work avec ta carte d'identité électronique, télécharger ton attestation Student at Work. Ok, et même question que tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si on travaille plus de 475 heures sur l'année ? Alors, tu peux travailler plus, mais dès la 476e heure de travail, tu payes des cotisations sociales normales et ton employeur aussi, donc il est parfois moins facile de décrocher un job. Ok, enfin, dernier point, qu'est-ce qu'il en est quand on fait un job étudiant au niveau des impôts ? Alors, il y a 2 questions qui peuvent se poser. D'abord, est-ce que tu vas payer des impôts en tant qu'étudiant jobiste ? Et deuxièmement, est-ce que tu vas être encore fiscalement à charge de tes parents ? Alors, vas-tu payer des impôts ? En Belgique, a priori, dès que tu travailles, tu payes des impôts sur les revenus. Mais en fait, tout le monde a le droit à un montant dans lequel aucun impôt n'est appliqué. C'est un nom un peu barbare, c'est la quotité de revenus exemptée d'impôts. C'est donc un montant sur lequel on n'applique pas d'impôt, ce montant varie en fonction de ta situation familiale. Si on prend les revenus de l'année 2021, si tu étais un étudiant jobiste sans enfant, le montant exempté d'impôt était de 12 928,57 €. Si tu as gagné plus, tu payes des impôts sur ce qui dépasse le plafond. Si tu as gagné moins, tu payes aucun impôt. D'accord, il faut donc déjà gagner pas mal d'argent pour payer des impôts. Venons-en à la deuxième question. Est-ce qu'on peut rester fiscalement à charge de ses parents quand on a un job étudiant ?
Comme tu t'en doutes, il y a aussi un montant à pas dépasser. Donc lorsque des parents ont un ou plusieurs enfants à leur charge, ils bénéficient d'une réduction de leurs impôts. Mais pour être reconnu à charge de ton parent, il y a des conditions. Donc pour les revenus 2021, tu dois être domicilié chez eux au 1er janvier 2022. Et donc il y a ces fameux plafonds à ne pas dépasser au niveau de tes revenus. Alors si tes parents sont mariés ou cohabitants légal imposés conjointement, en 2021, le montant était de 7 102,50 € brut. Si le parent est imposé isolément, il était de 1 890 € brut. Et avec un montant plus élevé si tu es en situation de handicap. Et si je dépasse ces montants à nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Tes parents perdent leur avantage fiscal et donc en principe payent plus d'impôts. C'est pas forcément grave, mais parfois ça représente des sommes d'argent importantes, donc c'est pour ça qu'on conseille d'en parler avec tes parents si tu comptes dépasser la limite. Et petite précision, en 2021, il y avait des règles un peu spéciales avec le Covid, donc il y a peut-être des choses qui n'étaient pas tout à fait la même chose que ce que j'ai dit. Pour 2022, il n'y a pas encore de règles différentes qui ont été appliquées, donc on peut se baser sur ces règles pour l'instant. Ok, très bien. Merci Dayuma pour toutes ces précisions. On va enchaîner maintenant avec Laetitia. Donc dans ta rubrique, tu nous proposes de vérifier si ce que nous voyons dans les fictions en termes juridiques peut arriver dans la réalité. Tu as choisi ton exemple dans une série anglaise diffusée récemment et qui a pas mal cartonné chez les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Et cette série, c'est Sex Education. Alors, qui a vu la série ici autour de la table ? Moi. Ah, j'ai adoré. Mais du coup, si toi aussi tu as adoré la série, on te propose de revenir sur la dernière saison et les changements qui se produisent dans l'école. Parce que oui, même si Sex Education parle d'éducation sexuelle, la série anglaise montre aussi la vie d'une école et son fonctionnement. Alors attention, je vais spoiler, donc si jamais tu n'as pas vu la série, bouge-toi les oreilles pendant 30 secondes. Alors, pour rappel, Michael Grove, le proviseur du lycée, s'est fait virer et est remplacé par Hope, qui a l'air plutôt cool au début. Sauf que le lycée se transforme petit à petit, passant d'une école sympathique surnommée l'école du sexe à une institution rigide et ultra stricte. Hope ajoute sans cesse de nouvelles règles et invente des punitions plus que douteuses. Écoutons un petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance. Bonjour Moordale. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je suis votre nouvelle proviseure. Il semble hélas que certains élèves ici prennent un malin plaisir à traîner le nom de notre lycée dans la boue. Et je veux que cela cesse immédiatement. Je vais remettre Moordale sur la bonne voie. D'où ça sort, ça ? C'est ma pancarte de la honte. Alors, uniforme, circulation stricte dans les couloirs, pancarte de la honte, cette école fait froid dans le dos. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'une direction d'école peut, du jour au lendemain, modifier les règlements d'ordre intérieur, Alors, le règlement d'ordre intérieur, aussi appelé ROI, c'est un peu comme la liste des règles à respecter dans l'école. Donc, c'est là qu'on retrouve toutes les règles, notamment sur les sanctions, les recours, les comportements interdits, etc. Pour les écoles reconnues, il y a un ROI de base qui a été créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les pouvoirs organisateurs des écoles peuvent y ajouter des règles valables juste pour leur école. Les écoles sont donc obligées d'informer les élèves sur ce ROI. Donc quand tu t'es inscrit dans ton école, toi si tu es majeur ou tes parents si tu es mineur, ont dû signer le ROI. C'est un peu comme un contrat qui dit que tu connais les règles et que tu t'engages à les respecter ou à accepter les sanctions prévues si jamais tu ne les respectes pas. Dit comme ça, on se dit que c'est pas possible de changer le ROI pendant l'année et donc impossible d'imposer du jour au lendemain le port de l'uniforme comme à Moordale. Et pourtant, la loi ne dit pas que c'est impossible de changer les règles durant l'année. Du coup, c'est possible. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Toutes les règles ajoutées au ROI de base ou toute modification dans le ROI doivent être validées par 2 organismes et ensuite envoyées au ministre qui vérifie s'il n'y a pas d'erreur ou de règles qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Dans la pratique, c'est donc une procédure qui prend du temps. En plus, l'école doit consulter les personnes concernées avant de proposer officiellement des changements. Elles doivent donc prendre le temps de discuter avec les professeurs et les élèves avant d'envoyer un projet de modification aux différents organismes de contrôle. Le ROI doit aussi évidemment respecter les règles supérieures. Les règles supérieures, c'est par exemple la Constitution belge, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Donc impossible d'imposer le panneau de la honte dans une école en Belgique. Dommage. Mais qu'est-ce qui se passe en situation de crise ? Par exemple avec le Covid et les règles concernant le port du masque.
Ces nouvelles règles ne sont pas passées par la procédure dont je viens de parler et elles ont été imposées rapidement. Eh bien, dans ce cas, en fait, ce ne sont pas les écoles qui ont choisi de changer ou d'ajouter des règles, mais c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est elle qui a décidé, en concertation avec les experts, d'imposer le port du masque en classe. Et les directions n'avaient donc pas le choix, et elles ont dû imposer cette nouvelle règle à leurs élèves. Pour conclure, si Hope, la nouvelle proviseure de Mordel, t'a foutu les boules, rassure-toi, il y a peu de chances que ton école puisse changer aussi vite et aussi radicalement les règles du ROI. Eh bien, nous sommes rassurés, Letty. Enfin, donc, si on a bien compris, à moins que ce soit la fédération qui, elle, décide de s'en mêler. Tout à fait. Donc, on va faire une petite pause musicale maintenant en écoutant Blame des Gabriels. Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when and you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Strolling down these halls of rolling dice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes, lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Alors, donc on écoutait Blême des Gabriels sur 105.4 Radio Panique et vous écoutez toujours la Jury Click. On va maintenant passer à la définition. Florence se penche sur des termes juridiques et nous en donne l'origine et l'explication. Ce mois-ci, tu as sélectionné une expression bien rétro qui apparaît pourtant dans nos textes de loi. C'est quoi cette expression, Florence ? Rétro, c'est le terme, oui. Donc c'est bon père de famille. Mais d'où vient donc cette expression ? Eh bien, c'est à Napoléon qu'on doit le Code civil de 1804, qu'on utilise encore aujourd'hui en Belgique. 1804, oui, avant même que notre beau pays ne déclare son indépendance. Et l'indépendance de la Belgique, c'est en 1830 pour celles et ceux qui ont séché les cours d'histoire. Bon, certes, depuis plus de 200 ans, le Code civil a quand même bien changé. Mais il reste un petit groupe d'irréductibles mots du droit qui résistent encore et toujours aux législateurs. C'est ainsi que le droit exige toujours qu'on jure fidélité, secours et assistance quand on se marie ou encore qu'on doive se comporter en bon père de famille. Et oui, même toi, Juliette. Eh bien. Et voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Qu'il faut être sympa avec sa femme et ses gosses ? Se taper la fancifère de l'école chaque année ? Mais non, voyons. D'ailleurs, quand on sait que ce bon vieux Napoléon aurait eu jusqu'à 51 maîtresses et qu'on ne sait pas avec certitude le nombre d'enfants qu'il a eu,
je ne suis pas sûre qu'il aurait illustré au mieux cette version de la définition. Plus sérieusement, se comporter en bon père de famille, ça signifie qu'il faut se comporter comme une personne normalement prudente et raisonnable, c'est-à-dire de façon correcte. Dans ton contrat de bail, par exemple, il est peut-être écrit que le preneur a l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille. Eh ben, si on traduit ça en français, ça veut dire que tu dois prendre soin de l'appartement comme s'il était à toi. Même s'il n'est pas à toi, pas de bol. Il faut savoir que le Code civil concerne notamment le droit des personnes, de la famille et des biens, comme le droit de propriété. Et qui gérait la famille, le patrimoine et les sous-sous du ménage en 1804 ? Bingo, c'était papa. Tout ça te semble un peu dépassé ? Bah rassure-toi, ça va enfin changer. Notre ancien ministre de la Justice, Koen Geens, mais oui, tu vois qui c'est celui qui avait du mal à mettre un masque correctement. Ah bah oui, là on voit. Et ben voilà. Eh bien lui, il avait pour projet de réécrire entièrement le Code civil. Et donc ce projet est toujours en cours, ça prend du temps, et le cas bon père de famille est voué à disparaître pour être remplacé par le terme personne prudente et raisonnable. Et c'est pas trop tôt. Il faut dire que même les Français qui sont généralement une bonne guerre en retard ont viré ce terme de leur Code civil depuis 2014. Et après ça, quelle sera la prochaine étape ? La publication du Code civil en écriture inclusive ? Ok, bon je rigole, c'est pas près d'arriver. On dit qu'il faut au moins 20 ans pour changer les mentalités. Bah dans ce cas-ci, on peut rajouter un 0 à l'addition. Une chose est sûre, c'est que pour mettre à jour son vocabulaire, le législateur est parfois un peu trop prudent et déraisonnable. Eh bien, merci Flo pour cette explication dont on aura surtout retenu que Napoléon avait 51 maîtresses. Alors maintenant, on va passer... Oui, c'est ça. Merci Vincent qui nous a rejoint. Qui est notre comptable. Ouais. Alors maintenant, c'est au tour de François et Karim pour la grosse question, qui vont nous parler de la réforme de la finançabilité dans l'enseignement supérieur. Si certains d'entre vous, et je pense aux étudiants notamment, maîtrisent déjà le concept, ça pourrait néanmoins être utile de rappeler en quelques mots ce que c'est. François, qu'est-ce que c'est la finançabilité ? Alors la finançabilité, c'est, tout comme le job étudiant l'était, c'est une question qu'on nous pose tous les jours chez Inforjeune. Donc on a intérêt à la maîtriser. Alors la finançabilité, ça n'a rien à voir avec les ressources financières de l'étudiant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est en fait une limitation dans le nombre d'inscriptions qu'on a dans ces études supérieures. Donc l'étudiant ne peut pas éternellement se réinscrire. S'il rate, il va se retrouver bloqué un moment. Il sera exclu de l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les établissements reçoivent un financement de la communauté française. Ils reçoivent de l'argent pour chaque étudiant inscrit. Et si l'étudiant a trop raté, ils ne reçoivent pas cet argent. Et donc, ils ont le droit de refuser l'inscription. D'accord. Et ça concerne qui alors ? Ça concerne qui, oui. Ça concerne, parce que ça, je n'avais pas encore dit, les étudiants du supérieur, donc université, haute école et école supérieure des arts, mais donc pas les étudiants de la promotion sociale, eux ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. D'accord. Alors, bah oui, ils sont pas concernés, c'est ça ? Non, ils ne sont pas concernés. C'est important de le préciser. Donc, il y a des modifications dans le règlement. On va peut-être commencer par rappeler quelles étaient les règles, enfin, quelles sont finalement encore les règles actuelles, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'on a, à partir de l'année prochaine, les nouvelles règles qui vont trouver à s'appliquer pour certains. On va y revenir dans la question juste après. Et puis, de toute façon, pour tout le monde, ce sera les nouvelles règles qui trouveront à s'appliquer. Donc, à partir de 2023-2024, les nouvelles règles qu'on va exposer également, à nouveau après. On va d'abord revenir sur les anciennes règles. Ce système s'appliquera à tout le monde. Alors, petite précision, c'est peut-être maintenant qu'il faut le dire. Ces règles qui ont été votées, qui ont été adoptées en décembre 2021, donc c'est tout récent. En fait, elles concernent principalement la finançabilité. S'il nous reste un petit peu de temps, on abordera peut-être d'autres questions qui font partie de cette réforme, parce que c'est pas uniquement la finançabilité, même si c'est la question fondamentale pour nous et aussi pour les étudiants. Alors peut-être revenir sur les anciennes règles, c'était ça qu'on devait voir avec François. Oui, pour expliquer déjà, puisqu'il y a une réforme, et qu'est-ce qui va être réformé finalement ? Quelle est la situation de départ dans laquelle on se trouve actuellement ? Je pensais qu'on disait d'abord à qui s'appliquaient les nouvelles Alors on règles, peut répondre à cette question. Je peux déjà expliquer les anciennes règles, je peux l'expliquer d'ailleurs. Donc les anciennes règles, je vais le faire, Karim. Je t'en prie François, vas-y. Les anciennes règles, elles s'appliquent à qui ? Elles s'appliquent aux étudiants qui ne changent pas de cycle. Donc soit aux nouveaux inscrits, comme tu as dit. Alors oui. Soit... donc les anciennes règles s'appliquent aux étudiants qui restent dans le même cycle. Donc je suis un bachelier, je reste un bachelier, eh bien je suis soumis aux anciennes règles. C'est ça. Alors puisqu'on est dans cette question-là, on va détailler même encore un peu plus en avant.
Alors, les gens qui sont concernés par les nouvelles règles, à partir de 2022-2023, donc l'année académique qui vient, pas à partir de 2023-2024, ça on rappelle, on a dit que ce serait le nouveau régime pour tout le monde, donc à partir de 2022-2023, ça concernera ceux qui changent de cycle. Alors, c'est effectivement le cas, par exemple, parce que je vais en master, j'ai terminé mon bachelier. C'est le cas le plus classique, il peut y en avoir d'autres, mais c'est beaucoup plus extraordinaire, c'est beaucoup plus rare. Alors, il y a également ceux qui s'inscrivent en bachelier ou en master et qui n'ont jamais été inscrits, alors tantôt en bachelier, tantôt en master. Et quand je dis jamais, ça concerne en fait les 5, ça concerne pas, c'est pas vraiment éternel, hein, ce sont les 5 dernières années, les 5 dernières années académiques, hein, parce que du coup, on n'est pas dans des années civiles, l'année commence en septembre. Donc s'il y a un trou de 5 ans, j'étudie psycho, je fais une pause de 5 ans, là j'étais plus finançable, 5 ans plus tard, je peux à nouveau l'être. Voilà, et on rentre dans les nouvelles règles, c'est ça que ça veut dire. Okay. Et alors, il faut s'accrocher un petit peu, il y a ceux qui n'étaient pas inscrits en haute école, à l'université ou en école supérieure des arts, en communauté française, lors de cette année académique 2021-2022. Alors, ça vise plusieurs catégories de personnes, hein. Ça peut être des personnes qui ont fait une pause, ça peut être des personnes qui étaient en promotion sociale, puisqu'ils étaient ni en haute école, ni à l'université, ni en école supérieure des arts. Ça vise aussi des personnes qui n'étaient pas en communauté française. Voilà pour les personnes qui sont concernées à partir de 2022-2023. C'est clair pour vous ? Oui. Ouais. Super, ok. On va peut-être revenir alors maintenant sur les anciennes règles de finançabilité. On y va. Tout à fait. Donc les anciennes règles. Donc si tu ne changes pas de cycle, que tu restes en bachelier ou que tu restes en master, tu es soumis à ces anciennes règles. Alors, je vais essayer de les résumer très simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elles sont assez compliquées. Mais ici, on va faire vraiment une ébauche. Donc, tu es finançable si tu es inscrit en première année, premier bloc, et tu rates ton année, tu peux te réinscrire. Tu peux même te réinscrire une troisième fois, pour peu que tu te sois réorienté au moins une fois sur ces 3 années. Donc, par exemple, je fais une année en psycho, une deuxième année en psycho, et puis je vais en droit, toujours en premier bloc, je suis finançable. Okay. Deuxième possibilité, c'est si j'ai réussi au moins 75% de mes crédits de l'année précédente. Donc, par exemple, au moins 45 sur 60. Ou alors, si j'ai réussi au moins la moitié de mes crédits des 3 dernières années. Ça donne lieu à des calculs, donc les informateurs, on est vraiment habilités à faire des calculs mentaux en permanence. On peut peut-être rappeler à ce sujet-là que sur le site de DigiBXL, il y a un formulaire qui permet aux étudiants pour qui c'est un peu difficile de calculer tout ça, de connaître leur situation, à savoir s'ils sont finançables ou pas. Tu peux peut-être expliquer un peu l'outil, François, rapidement. Absolument. Donc, si tu sais que tu es soumis aux anciennes règles, tu peux recourir à cet outil qui va un formulaire à remplir qui te dira à la fin si tu es ou non finançable. Donc, ça se trouve sur ijbxl.be, un des meilleurs sites de Belgique, je pense, on peut le dire. Le meilleur, sans doute. Le meilleur, oui. En tout cas, en ce qui concerne la finançabilité. Par 13 tendances. Et pas seulement. Notamment. Et alors, du coup, c'est super important d'aller sur le site, parce que, comme François l'a rappelé, ici, on est dans les règles générales, hein, dans l'ancien système, qui trouvera à s'appliquer pour une certaine partie d'étudiants. Des étudiants, on n'est pas rentré dans le détail. Ce sont des règles qui sont très techniques. Donc, allez sur ce site où on envisagera toutes les situations particulières. Et au-delà du site, si vous voulez de toute façon une réponse individualisée, vous pouvez contacter InfoJeunes Bruxelles à travers les différents canaux, notre chat, les différentes permanences, les différents points d'information où vous pouvez nous retrouver, et également à travers nos numéros qui sont repris sur le site web www.ijbxl.be. Donc, attention, j'ai quand même donné 2 des conditions pour rester finançable. Il y a quand même une troisième que je dois dire, hein, c'est que si tu te réorientes pour la première fois, tu es aussi finançable dans l'ancien système. Donc, par exemple, j'ai fait 4 ans, 5 ans de droit, et voilà, j'ai fini par vouloir changer d'orientation. Je reste finançable si je ne me suis encore jamais réorienté. Eh bien, merci pour ces précisions. On va faire déjà une petite pause, interrompre cet échange passionnant, avec une petite pause musicale avec Koshiji Fubuki, qui reprend Brassens, et on se retrouve tout de suite après. 恋人と語り合う時はここがいいよ道端に並んだベンチがお金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ
昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。若い恋人たちはいつもささやくのさ。昨日のこと明日のこと優しい目を見合わせながら語るベンチ。薄ぐるようなタバコの煙。誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。二人の恋が燃え立つ時空は曇る。そこで二人は抱き合うのさ。恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ。覗き込むのはミモザの花。誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。Voilà, vous écoutez toujours la Jury Click, l'émission qui décrypte vos droits sur Radio Panique 105.4. Alors, on était en plein milieu de la grosse question et donc on traitait de la finançabilité et de ses changements. Donc on a vu un peu qu'est-ce que c'était que la finançabilité, qui était concerné, on a eu un rappel des anciennes règles et maintenant on va voir un peu donc, quels sont les changements pour l'année à venir. Alors, pour bien comprendre, il faut distinguer deux choses. La première, elle est très simple. Dans la première catégorie, il y a deux règles. Dans le nouveau système, en fait, on est finançable si on s'inscrit pour la première fois à des études supérieures. Bon, jusque-là, il n'y a rien de transcendant, c'est un peu normal, et ça ne change pas par rapport à l'ancien système. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, du coup, on reste finançable si on a réussi tous les crédits auxquels on était inscrit lors de l'année académique précédente, et pour autant qu'on soit inscrit à au moins 45 crédits. Alors, sur ce seuil-là, il y a une petite exception. Le seuil de 45 crédits, on ne doit pas le respecter quand il y a ce qu'on appelle un allègement. Donc l'allègement, c'est le fait de couper son année en deux. On prend l'assiette, on la coupe en deux, on dit je mange la première partie cette année, je mange la deuxième partie l'année prochaine, parce qu'on a des circonstances, par exemple des circonstances médicales, des circonstances socio-économiques. On ne rentre pas dans l'état à ce niveau-là. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut avoir réussi tous les crédits. Alors c'est en fait un système, et on va y revenir un peu après, c'est un système qui est en fait plus strict que l'ancien système, puisqu'on l'a dit, François l'a dit juste avant, il fallait réussir avant, il fallait faire des petits calculs, 75%, 50%, mais du coup pas la totalité. Et donc du coup le système est beaucoup plus strict. Ça, c'est la première catégorie, c'est assez simple. Et puis après, et ça c'est le nouveau système, en fait on va planifier et on va fixer des balises. Donc ça signifie qu'on va annoncer à l'avance le nombre d'inscriptions et le nombre de crédits auxquels on devra être inscrit pour pouvoir toujours rester finançable. Peut-être qu'on touchera un mot, si on a le temps de dire, ok, si on n'est pas finançable, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, du coup, on l'a un petit peu sapé, mais c'est quand même assez important. Alors, on revient d'abord sur ces balises. Et à nouveau, là, il faut faire une distinction entre le bachelier et le master. Alors, pour le bachelier, c'est très très clair. Il faudra réussir son bachelier en maximum 5 ans. En 5 ans, on est diplômé de bachelier, point. On rappelle, un bachelier, la durée, c'est... Alors, dans 99,99% des cas, c'est 3 ans. Enfin, c'est 180 crédits. Il y a une petite exception pour les soins infirmiers où là c'est 240 crédits. Il y a une exception aussi pour cette règle-là. On ne rentre pas dans les détails. Il y aura juste des possibilités en plus pour ces gens-là parce qu'ils ont une année en plus. D'accord ? Mais sinon, on reste sur l'idée de 5 ans pour un bachelier. Alors, c'est pas tout. On n'a pas, vous avez 5 ans pour un bachelier. On a aussi d'autres règles. Ça veut dire qu'il faudra réussir au moins 120 crédits après 4 inscriptions. Ça, c'est une deuxième balise. Et puis alors, il faudra avoir réussi, et ça c'est le gros point, il faudra avoir réussi au moins 60 crédits après 2 inscriptions. Alors pas 60 crédits dans l'absolu, c'est les 60 premiers crédits, donc de la première année, après 2 inscriptions. Et alors il y a une dernière règle, il faudra avoir réussi au moins un cours, on parle d'unité d'enseignement, après la première inscription. On dit Est-ce que tu peux nous faire un petit exemple, un peu, un étudiant imaginaire qu'on comprenne un petit peu, qui est en bachelier, qui a fait une première année un peu ratée, et voilà. Ouais. Alors, je vais juste rajouter une chose à ce moment-là, et je vous donne un exemple, c'est qu'en fait, on pourra se réorienter, on va parler de la réorientation tout de suite après, on pourra se réorienter, mais à nouveau,
deuxième petit clignotant, c'est les règles de réorientation sont plus strictes. On pourra se réorienter seulement une seule fois par cycle. Et donc ça, c'est très très important. Une seule fois par bachelier, une seule fois par master. Oui, c'est ça. Et donc, dans l'ancien système, on avait la possibilité, à travers différents mécanismes sur lesquels on ne revient pas maintenant, on avait la possibilité de dire, ok, ça me plaît pas, je me réoriente, surtout pour le premier bloc. Et si ça va toujours pas, je me réoriente une deuxième fois. Et puis après, il y avait d'autres mécanismes. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons, je sais pas moi, Sophie s'inscrit en audiologie. On va pas citer d'établissement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ce qui se passe, c'est que en quoi, pardon, j'ai pas. En marketing. Oui, ouais, voilà. En marketing, voilà. Donc, Sophie s'inscrit en marketing. Alors, après sa première inscription, en fait, elle aura un problème si elle n'a pas réussi au moins un cours, au moins une unité d'enseignement. Ça, donc, même les matières qu'on considérait avant comme un peu éliminatoires, sur lesquelles on pouvait éventuellement, parfois des matières sur lesquelles on pouvait faire l'impasse. Alors, tant que c'est une. Donc, tant qu'il y a un cours qui réussit, imaginons, je sais pas moi, un cours de stats, j'invente, et du coup, ce sera le minimorum. En dessous de ça, elle est non finançable. Alors, si jamais elle n'a rien réussi, elle pourra malgré tout continuer si elle se réoriente. Et là, elle utilise directement son joker. Donc, une seule chance. Une seule chance. Okay. D'accord. Alors, imaginons qu'elle a quand même réussi au moins un cours, parce que, finalement, c'est pas si exigeant que ça. C'est là que, du coup, il y a le coupé et le couperet qui tombe. Ça veut dire qu'après la deuxième inscription, elle devra avoir réussi au moins 60 crédits. Alors, tout réussi, quoi, après, en fait. Tout réussi. Alors, il y a une petite exception, c'est compliqué, on ne veut pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais voilà, la matière est technique. Ce qui se passe, c'est que si l'étudiante a réussi au moins 50 parmi les 60 premiers crédits, il y a parfois une exception. On ne rentre pas dans le détail, mais il faudra en tout cas l'accord de l'établissement. Donc, si elle a réussi 50 crédits après la deuxième inscription parmi les 60 premiers, alors à ce moment-là, l'établissement, s'il donne son accord, s'il donne son accord, elle pourra se réinscrire parce qu'elle sera finançable. C'est ça que ça veut dire. Et alors, du coup, après, elle restera soumise, on part toujours dans l'hypothèse où elle ne s'est pas réorientée, elle sera soumise au maximum 5 ans pour le bachelier et maximum 120 crédits après 4 inscriptions. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. Super. Je peux peut-être dire que maintenant, la réussite passe à 60 crédits et plus à 45 crédits comme c'est le cas actuellement. Il faudra maintenant réussir ces 60 crédits pour que l'année soit considérée comme réussie. Ouais. Et peut-être dire que ici, le choix du législateur, certainement, c'est d'avoir évité que l'étudiant pouvait moins traîner avec lui ses casseroles. Actuellement, un cours qu'il rate en première, il peut le représenter après, et il peut le tirer avec lui. Et finalement, il retarde le moment où il va de toute façon quand même devoir abandonner les études, quoi. Oui. Ça. Alors, ça c'est effectivement. Alors peut-être en mot de clôture sur ce système-là, on va voir en fait du coup quel est le sens de ça, quel est le sens de ces règles-là. On termine sur le master. C'est en fait assez simple. À nouveau, un master, ça peut être 60, 120 ou 180 crédits. Simplement, il y a aussi des balises. Alors, il faudra avoir réussi au moins 60 crédits après 2 inscriptions, au moins 120 après 4, et il faudra avoir réussi son master après 6 inscriptions. C'est tout. Alors, il y a des exceptions, évidemment. Vous le retrouvez sur notre site. On attend pour l'instant toujours une clarification de la part du gouvernement sur des règles qui sont techniques. Et notamment, la principale question qui pourrait se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on va analyser le passé académique, puisque le système tel que vous le voyez maintenant est pour l'avenir. On vous donne des balises pour l'avenir. OK, mais à partir du moment où il entre en vigueur, qu'est-ce qu'on fait des différentes années académiques antérieures ? Est-ce qu'on fait un reset ? On fait comme si elle n'existait pas, ou est-ce qu'on en tient compte ? Si on en tient compte, ça peut être dramatique. Ici, en interne, on a notre petite idée là-dessus, mais c'est pas notre idée qui compte. On attend du coup des clarifications du gouvernement sur cette question, ainsi que sur d'autres. Et alors, du coup, maintenant, je peux répondre à ta question. Du coup, quel est le sens finalement de cette réforme ? Alors, il y a 2 choses. J'aimerais qu'on voit, c'est le sens et que font les étudiants qui ne sont plus finançables. Je sais pas dans quel ordre vous voulez traiter les 2 points. Comme tu veux. On peut peut-être parler d'abord des étudiants que fait un étudiant qui n'est plus finançable. Alors, finalement, qui a commencé des études supérieures, qui a fait 2 ans de psycho, 1 an d'histoire et qui se retrouve, entre guillemets, à la rue. Quelles sont ses possibilités pour poursuivre des études ? Donc il peut toujours demander quand même une réinscription à son établissement, introduire une lettre de dérogation, tout un dossier pour expliquer pourquoi il a raté, essayer de convaincre le jury que maintenant il va réussir. Et l'établissement a la possibilité de l'accepter s'il le souhaite. Mais il faut bien dire que dans la majorité des cas, ce sera quand même un refus. Et donc, que l'étudiant ne pourra plus se réinscrire souvent. Ok, donc une option, mais pas une option qui ne va pas concerner grand monde, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une minorité. Par contre, pour tous, ils peuvent s'orienter vers l'enseignement de promotion sociale qui propose des cursus supérieurs. Il y a moins de choix, mais il y a quand même, on va dire une quarantaine de bacheliers qui sont accessibles, très peu de masters qui sont accessibles via ce cursus, ou alors d'autres formations. Ça, on va parler plus tard, mais donc, par exemple à l'EFP, des formations de chef d'entreprise
ou encore d'autres choses. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, bon c'est long 5 ans, hein, mais au bout de 5 ans de pause, il peut redevenir finançable aussi. Ouais. Ok. Et maintenant, donc pour conclure, par rapport à cette réforme, quel est le sens un peu de tout ça, d'après vous de quelle manière ça risque d'influencer les étudiants ? Alors, la volonté du gouvernement, c'était en fait de pouvoir clarifier les règles de finançabilité. Elles sont techniques, elles sont compliquées. C'était aussi de diminuer ce qu'on appelle les abandons tardifs, le taux d'échec, et accroître le taux de diplomation. Alors, ces mots-là, ce sont les mots qui apparaissent dans le texte de la ministre. Alors évidemment, en fait, quand on voit ce texte, cet objectif sera très certainement atteint. Mais le problème, c'est peut-être du comment est-ce qu'il est atteint. Puisqu'en fait, en étant plus strict et en rendant l'étudiant vraiment responsable, en lui disant voilà, tu devras réussir autant de crédits après autant d'années, finalement, s'il n'est plus dans les clous, la plupart du temps, sauf s'il a une dérogation, ce qu'on vient de voir maintenant, il sera exclu. Et donc du coup, on va effectivement, sans doute, atteindre l'objectif de pouvoir permettre aux étudiants de terminer à temps, ou plus tôt, mais en attendant, à quel coût ? C'est en les excluant. Et alors une dernière chose, pour terminer sur cette question, je m'interroge moi sur les situations individuelles des étudiants. Ça signifie que de plus en plus vous avez des étudiants qui ont un job étudiant, qui ont une vie à côté, et du coup est-ce que ça a été vraiment pris en compte, sachant aussi que du coup ici en disant vous avez par exemple 5 inscriptions pour le bachelier, oui très bien, mais en fait un programme d'études, un étudiant n'a pas toujours 60 crédits, et parfois en fait c'est l'établissement qui lui-même décide de lui donner moins de crédits, 40 par exemple, parce qu'il n'aurait pas réussi un cours qui donnait accès au stage, et donc du coup, en fait, l'étudiant va lui-même traîner, va être préjudicié sur un choix qui ne lui appartient finalement pas. Donc du coup, peut-être... Alors, on verra les chiffres, mais voilà le constat qu'on peut poser déjà maintenant. En tout cas, ça demande, de bien être alerte par rapport aux conséquences de cette réforme. Alors, merci pour toutes ces explications. On l'a vu, c'est un sujet bien compliqué. Si vous avez des doutes quant à votre situation, donc on le rappelle, n'hésitez pas à venir dans nos points infos rencontrer notre équipe d'informateurs qui vous aidera à y voir plus clair parce qu'ils maîtrisent extrêmement bien le sujet. On va maintenant faire une petite pause musicale en écoutant Off-Road, La route de l'espoir, faut pas perdre espoir, avec Anne Clark, et on se retrouve juste après. Excuse me, can you tell me where Hope Road is, please? Hope Road. You've never heard of it? Okay, thank you anyway. Excuse me? Sorry? Oh, sorry. Excuse me? Can you tell me how I get to Hope Road, please? Hope Road. Leading to my sorry town. I was in a town I didn't know. I'd arrived there by row. It all began a week before. The joys of Saturday night. An invite to a party or watching The Price is Right. Opting for a soiree for the first time in a year. Mixed badly with the revellers, mixed Bacardi, wine and beer. The room moved back and forwards. The dancers did the same. Found refuge in a corner. That's when he asked my name. Well, this is very nice, I thought, smiling through the haze, as we talked of August Rodin through to Harold Pinter's plays. Said he'd
Voilà, donc on a écouté Anne Clark avec Off-Road. Vous écoutez toujours la Jury Click qui est sur Radio Panique 105.4. Donc on l'a vu avec la réforme de la finançabilité, les jeunes auront moins la possibilité de s'essayer dans différents domaines d'études. Il devient donc très important de réfléchir à son orientation dès que possible. Alors en 2018, InfoJeunes Bruxelles a créé un service d'orientation scolaire et professionnelle entièrement gratuit qui propose un accompagnement en orientation. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que les jeunes peuvent venir rencontrer un conseiller ou une conseillère et entamer avec lui ou elle un travail d'orientation pour déterminer au mieux leur choix d'études. Aujourd'hui, on a invité Anne et Vincent, deux conseillers en orientation d'InfoJeunes Bruxelles. Quand même préciser que Vincent est accessoirement aussi le directeur de l'ASBL, et qui vont venir nous parler des difficultés rencontrées par les jeunes et partager avec nous des pistes à exploiter si jamais on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qu'on veut faire plus tard. Alors, Anne et Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais certainement, Juliette. Par rapport à la question, parce qu'on va essayer de rebondir ici par rapport à ce qui a été évoqué par Karim et François juste avant, sur la réforme de la finançabilité. Oui, évidemment, on a entendu, ça va avoir un impact sur les choix d'orientation des jeunes, et il conviendra pour eux, en tout cas, de mieux se préparer certainement avant de poser un choix d'études, en tout cas dans l'enseignement supérieur, puisqu'effectivement, ils n'auront plus qu'une seule chance en fait de se réorienter par la suite. Alors, pour ça, évidemment, on pourra en parler longuement sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour bien s'orienter. Et en tout cas, pour résumer, en tout cas, 3 grandes questions auxquelles il faut essayer de répondre. La première, c'est tout d'abord, est-ce que le choix que je vais poser est un choix personnel que je peux assumer complètement, ou est-ce que c'est le choix quelque part imposé ou influencé par mon entourage, mes parents, des membres de la famille ou la société en général. La question, c'est que tous les choix sont fortement influencés par l'extérieur. Le tout, c'est de savoir si je peux l'assumer, si c'est quelque chose qui est éclairé au fond de moi et que je peux complètement assumer. Faire le choix des parents, poser le choix des parents, c'est possible aussi, et il fut des époques où c'était tout à fait naturel de le faire comme ça. Tu veux dire si le jeune en a conscience ? Oui, si le jeune en a conscience, et donc s'il est capable de développer une motivation intrinsèque malgré tout par rapport à quelque part un choix qui viendrait de l'extérieur à lui. Ça, c'est le premier élément, et donc ça demande un peu de temps de clarifier cette question-là. La deuxième, c'est une question un peu plus problématique parfois, c'est celle du bagage scolaire. Avant de... Ah oui, alors peut-être... alors peut-être Anne... avant le deuxième point, avant de passer par la deuxième question et la troisième, peut-être de revenir sur la question du choix et de l'influence des parents, peut-être donner quelques pistes, en tout cas de solutions de travail qui sont possibles avec les jeunes. Oui, effectivement, donc quelques conseils qu'on pourrait donner, parce qu'effectivement, dans notre service, on rencontre pas mal de jeunes et on se rend compte qu'ils vont trop vite au fait dans le choix de leurs études et que parfois ils n'impliquent pas tout de suite leurs proches ou les parents, dans le sens où le parent en général est la personne qui est la moins bien informée, souvent, étant donné que c'est le jeune qui est en première ligne, donc c'est lui qui va effectivement chercher l'information, et que finalement il en parle trop vite avec son parent qui parfois a peur de perdre les allocations familiales, ou qui lui dit peut-être d'aller trop vite dans l'école qui est à côté de la maison. Et donc vraiment le conseil qu'on lui donnerait ici, c'est vraiment de prendre le temps d'en parler en tout cas avec ses proches, ou alors vraiment de venir voir une personne extérieure comme nous, comme un conseiller, où vraiment on peut en tout cas lui expliquer en tout cas tout ça, lui donner vraiment des informations. Je vais aussi quand même rappeler que le parent est le bienvenu dans notre service et que donc il peut vraiment venir accompagner ou pas avec donc son jeune pour d'une part comprendre quel est le processus d'orientation, ou comprendre aussi finalement comment le choix s'est fait, comment le choix s'est effectué. Et voilà, et donc rappeler aussi que ces rendez-vous s'effectuent toujours en présence du jeune, étant donné qu'il est au centre de notre dispositif, mais on est vraiment très très conscient de cet impact-là, et donc il est le bienvenu. Voilà. Ok, voilà. Donc le deuxième point. Alors, deuxième point, donc c'est celui que j'avais annoncé concernant la question du bagage scolaire. En fonction du choix d'études, évidemment, on y est plus ou moins bien préparé dans le cadre de ces études secondaires.
que le fait d'obtenir un CESS à la fin du processus des études secondaires ne garantit pas automatiquement qu'on sera à l'aise, évidemment, dans les études supérieures. Et donc là, il y a lieu de se poser des questions, effectivement, sur le bagage réel qu'on a obtenu. Et donc là aussi, il y a des pistes de solutions, Anne, en tout cas, qui permettent de se préparer, en tout cas, à cette question. Attendez, juste pour être clair, par exemple, un étudiant qui aura fait, qui aura eu son CESS en option langue, et tout d'un coup, qui décide d'aller faire des études plus scientifiques, théoriquement, il peut, mais en réalité, est-ce que c'est possible? C'est ça, en fait. De nouveau, c'est la question des cours généraux et de la quantité, quelque part, de matière qu'il aura avalé et du niveau d'exigence aussi, auquel il aura déjà été confronté au préalable de l'école secondaire, qui vont plus ou moins bien le préparer, effectivement, au niveau d'exigence qui sera réclamé après dans le cadre des études supérieures universitaires. Effectivement, donc quelques pistes, effectivement, enfin pour rebondir sur ton exemple là, Vincent, un étudiant qui se rend compte qu'il est peut-être pas bien préparé au niveau des sciences, il peut soit faire une 7e année qui va donc justement lui donner le bagage au niveau scientifique. Tous les étudiants qui veulent aller vers des études donc tout ce qui est médical ou l'école polytechnique, là aussi, ils peuvent effectivement se préparer durant l'année, durant la 6e secondaire. Rappelez aussi que la promotion sociale est à nouveau une très bonne filière où là, effectivement, il peut trouver des cours à la carte. Et c'est aussi une filière où il peut effectivement faire de la remise à niveau. Donc pour des jeunes qui, durant l'année, se rendent compte qu'ils n'ont pas le bon niveau, qu'il y a des lacunes, ils peuvent rentrer à différents moments de l'année. Alors, il y a aussi des choses qui sont vraiment accessibles aussi, là plutôt via Internet, donc soit via le site de la communauté française, donc pour suivre des cours en ligne, via la Khan Academy, qui propose aussi justement différents cours, déjà même dès la primaire. Et puis, il y a même des petites applis qui permettent, comme Automate ou Diagnostic Science, qui permettent aux jeunes de déjà tester leur niveau et de déjà se faire une idée où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça, avant justement de rentrer en bac 1. Rappelons aussi qu'il y a quand même des cours d'été qui sont organisés dans les universités et aussi dans différentes écoles pour justement se préparer à la rentrée. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées en fin d'études de réto, mais aussi durant l'année. Alors j'ai une petite question par rapport à ces cours. Est-ce que ces cours sont payants, gratuits? Quand tu dis accessibles à tous, est-ce qu'il y en a pour tous les niveaux économiques, scolaires? À ma connaissance, oui, parce qu'effectivement, les cours, en tout cas en promotion sociale, c'est jamais très cher. Il y a toujours des services aussi sociaux que le jeune peut aller voir s'il a effectivement une question financière. Et puis là, ce que je disais, enfin toutes les applis ou en tout cas les cours en ligne, voilà, en général, c'est très peu cher. Maintenant, sur les 7e années, Mélanie, est-ce que tu as une réponse par rapport à ça, sur les prix ou sur les conditions d'accès? C'est gratuit, je ne sais pas si mon micro est branché. Alors François est en train de répondre, son micro n'est pas branché, mais il était en train de dire que les 7e années sont gratuites, donc accessibles pour tout le monde, très bien. Comme dans le secondaire normal, quoi, ils demandent des frais. Attends, on ne t'entend pas. Donc, on va venir au 3e point maintenant, donc 3e point d'attention. Alors, le 3e point, elle est un peu plus large. En fait, c'est la question des attentes que l'on a par rapport aux études et la filière qu'on va suivre pour après rentrer dans un domaine d'activité ou un métier. En fait, les études peuvent s'avérer très théoriques et très décalées par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire d'un métier, par exemple. Pour certains étudiants, c'est un cap qui est difficile, d'être confronté en fait à des matières qui sont très théoriques, dont ils ne perçoivent pas tout à fait le sens. Et il faut reconnaître aussi que certaines filières, et c'est vrai dans le cadre de l'enseignement universitaire, mais pas que, peuvent avoir des approches qui sont terriblement théoriques, avec des cours ex cathedra, qui impliquent peu l'étudiant dans son apprentissage, et du coup ça peut provoquer un gros décalage avec le style d'apprentissage de l'étudiant s'il est plus dans l'expérientiel, s'il a besoin d'expérimenter des choses pour comprendre la théorie, peut-être que parfois il n'aura pas l'occasion d'avoir ces séquences d'apprentissage là, et donc de l'amener à des difficultés. Le décalage qui va se produire en fait à ce moment-là,
Oui, tu voulais intervenir. Oui, parce qu'en fait, on arrive un peu près de la fin de l'émission. Donc, je te laisse finir ta phrase. Et puis, Anne, si après, tu peux nous donner donc, des pistes pour que les étudiants puissent éviter, comme tu l'expliquais, de se retrouver dans des cours qui, en fait, ne leur correspondent pas. Voilà, je vous en prie. Mais donc, voilà, en fait, ce qui va être hyper important, c'est qu'il y ait quand même une conscientisation chez les étudiants avant d'entamer des études, de se dire, est-ce que je suis fait pour suivre aussi des études très théoriques, ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose de plus professionnalisant qui me mette davantage dans la pratique le plus vite possible, parce que ça, c'est davantage mon style d'apprentissage. Très bien. Anne, si tu as une ou deux pistes avant qu'on passe à l'agenda. Oui, tout à fait. En tout cas, effectivement, ce côté expérimentiel aussi. En tout cas, les conseils qu'on donne et qui, les étudiants, en tout cas, on rencontre beaucoup de jeunes qui font des services citoyens, par exemple. Donc ça, c'est vraiment aller sur le terrain, à partir de 18 ans pendant 6 mois, ou via Solidarité à partir de 16 ans. Et puis là, pour rappel, parce que c'est vraiment, on est vraiment à cette période-là, donc d'aller visiter aussi les écoles, découvrir effectivement les écoles via des cours ouverts, ou aller aux journées portes ouvertes. Oui, les journées portes ouvertes, on oublie souvent, mais finalement, qui sont des très bons moyens d'aller un peu tester l'ambiance, parler aux profs, voir les salles de classe. Merci pour toutes ces explications. Pour retrouver toutes les pistes du service orientation, vous pouvez vous rendre sur notre site. On va tout de suite écouter l'agenda de Mel qui a été un peu raccourci. Mel. Oui, on a pas mal de bavards autour de la table. Du coup, je vais aller droit au but. De toute façon, l'agenda, en fait, il récapitule quelques dates qui ont déjà été évoquées. Donc, tout d'abord, je voulais effectivement bien vous rappeler que c'était la période des portes ouvertes et que c'est toujours intéressant d'y aller pour découvrir les cursus, mais aussi un peu l'ambiance et l'atmosphère des différents établissements, que ce soit en supérieur ou en secondaire. Ensuite, la date clé, c'est celle dont Florence parlait en début d'émission, c'est le 1er février pour le paiement des frais d'inscription pour les étudiants du supérieur. Donc, faites bien attention parce que si ce n'est pas payé au 1er février, vous allez être désinscrit. On rappelle que si ça vous arrive, il y a possibilité de faire un recours et que si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers Info Jeunes Bruxelles, on pourra voir quoi faire avec vous. Alors, on reste dans l'enseignement supérieur et toujours dans la thématique, dans les thématiques qui ont été abordées, c'est l'orientation. Donc, il y a la date du 15 février qui est très importante pour les Bac 1. Les Bac 1, sachez que vous pouvez encore vous réorienter avant le 15 février sans condition, si ce n'est d'être en ordre de paiement de frais d'inscription et d'avoir passé tous vos examens en janvier. Alors, une réorientation, c'est autant un changement d'option qu'un changement d'établissement. Je me dépêche. Donc, on passe à la date suivante qui est le 14 février, qui est la date de l'amour, mais qui est aussi la date à laquelle il faudra introduire le FUI, le formulaire unique d'inscription pour les secondaires, donc pour les premières secondaires. Très Tout bien. le monde me fait signe que j'arrête. Je crois qu'il n'y a plus de date, donc je m'arrête ici. Rendre l'antenne, juste le temps de remercier tous les gens qui ont participé à cette émission. Donc, merci Anne et Vincent d'être venus, Karim, François, Mel et Thomas à la technique, Letty, Dayou et Flo. Et on se retrouve dans un mois pour la prochaine émission de la Jury Click. Salut. À bientôt. Ciao. Bientôt.